Daniel Lapointe, merci d'être là. Ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Merci Yannick de m'avoir invité. Écoute, merci. Tu reviens de vacances que tu me disais, fait que j'apprécie que tu viennes faire un petit tour ici aujourd'hui au podcast Le Nuanceur avec moi. T'arrives d'Afrique, tu disais? Oui, écoute, c'est le voyage, le rêve d'une vie, je te dirais. Là. On a deux grands ados, 15 et 16 ans. OK. Puis c'était un rêve qu'on avait depuis toujours, là, de les amener en safari. Là, on avait 3 voyages de rêve qu'on voulait faire, là, l'Ouest canadien, l'Ouest américain, puis le safari en Afrique. Puis soit dans les 4-5 dernières années, on a réussi à faire les 3. C'est bien cool. Fait que là, en Afrique, c'est quoi? Conte-moi ça. L'itinéraire, ça ressemblait à quoi un peu? Écoute, on a passé une dizaine de jours en Tanzanie. OK. Tu t'arrives là à l'avion. Moi, j'ai choisi une agence sur le web. Là. OK. J'ai choisi sur le web une agence de Tanzanie. Tu peux faire affaire avec des agences de Québec qui, eux autres, font affaire avec des agences là-bas. Ça revient à peu près toujours tout au même. D'après moi, là, il doit pas avoir des énormes différences. Tu arrives là, puis là, tu es pris en charge. Ils t'amènent à l'hôtel pour une première nuit, le temps de te faire au décalage, puis de te faire tout ça. Puis le lendemain, tu pars avec ton guide. Puis là, on était pendant 7 jours consécutifs avec le même guide dans un camion. Là. Okay. C'est un Toyota Land Cruiser. C'est des modèles qu'on voit pas ici. C'est des modèles qu'on voit beaucoup dans les pays plus des pays sans dire en voie de développement. C'est sûr que la Tanzanie, c'est un pays en voie de développement, mais on en voit beaucoup là, où les routes sont pas très, très bonnes. Ouais. Des trucks, c'est des tanks, ces trucks-là. C'est sponsorisé, c'est de la route de gravel tout le long. Fait que là, on part avec le guide, puis c'est des parcs nationaux qu'il y a en Tanzanie. OK. Fait qu'on a fait plusieurs parcs nationaux, là, dont le Tarangire, le Ngorongoro, bien sûr le Serengeti qui se trouve en Tanzanie. Avec 16 jours de safari, non-stop, super trippant. Puis en revenant, notre avion passait par Istanbul, fait qu'on est resté 2 jours à Istanbul pour visiter la ville. C'est une ville que j'avais jamais visitée, fait qu'on a amené les enfants visiter ça aussi. Très cool. Puis là, le safari, quand vous êtes là-bas, je sais qu'il y a des fois, il y a des amis qui m'ont déjà conté, dépendamment de ton timing, soit que c'est vraiment le fun ou des fois tout le monde dort, tu sais, puis que t'as moins d'action un peu s'il fait trop chaud ou tu sais tout ça. Vous autres, ça a été une belle expérience. C'est une super expérience. Ce temps-ci, il y a 2 périodes dans l'année où c'est les temps secs. Puis à ce moment-là, les animaux sont même, si on peut dire, un peu plus faciles à trouver parce qu'ils se ramassent plus près des plans d'eau. Là. Okay. Les guides le savent où sont les plans d'eau. Fait que les animaux sont un petit peu plus faciles à trouver à ce moment-là. Mais c'est pas du tout pareil. Ils nous expliquent que si on vient dans la saison des pluies, ça va être aussi le fun, mais ça va être une expérience différente. Fait que non, on n'a pas eu de temps mort, on n'a pas eu de moments là, où on n'a pas vu d'animaux. Puis vous avez vu quoi? Écoute, on a vu des centaines d'éléphants, des centaines de girafes, probablement des centaines, voire des milliers de zèbres. Mais on a réussi à avoir beaucoup plus de lions que ce que j'aurais cru. Puis des fois proches, là, il y a des fois, on était 2 ou 3 camions arrêtés au même endroit, puis les lions circulaient entre les trucks. Fait que une couple de fois, on aurait pu sortir le bras puis les flatter. Là. On l'a pas fait. Ouais. Mais c'est peut-être moins à conseiller. C'est pas conseillé. Mais on a réussi à avoir une couple de guépards, des hippopotames. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est des rhinocéros. On en a vu un de très loin. Okay. Mais c'est une espèce en voie d'extinction. C'est vraiment pas évident d'en voir. Puis on n'a pas réussi à avoir de scène de chasse. C'est dans les choses que les gens... Qui peut être le fun. C'est ça. On a vu qu'ils pouvaient se développer, mais qui n'ont pas abouti finalement. OK. Mais écoute, c'était... Puis là, c'est quoi, là? Vous partez tôt le matin, vous faites ça toute la journée? Écoute, on arrange ça au fur et à mesure avec le guide, là, dépendant des journées. Il y a des journées où on a fait une grosse journée, mais le lendemain, on partait un peu plus tard. OK. Tu vois, il y a 2-3 matins qu'on est parti plus vers 6-7 heures. C'est un beat différent un peu. Mais ça devait... rendu là, tu t'arranges avec le guide, tu fais ça avec lui. Mais tu fais toute la journée, t'es assis ou tu te promènes on est 12 heures de temps? Ou, écoute, mettons qu'une journée normale, c'était de 8 à 5 à peu près dans le camion, avec un break pour le lunch. Écoute, c'est des hôtels de luxe, là. On est reçus là comme des rois. Fait qu'on a des bons hôtels avec des lunchs le midi chauds. Ça fait que souvent, le lunch est fait par l'hôtel où on a passé la nuit. Le guide met ça dans un espèce de gros cooler. On arrive le midi dans une zone de pique-nique, il nous déballe ça, on mange chaud, on repart, puis c'est ça, sinon on est plusieurs heures assis dans le camion. C'est des camions que le toit se lève, là, fait qu'on peut se lever debout pour mieux observer les animaux, puis avec la caméra, puis on était aux aguets, puis des fois c'est ma fille qui spottait les animaux, des fois c'est moi. C'est vraiment cool. Non, c'est vraiment une belle expérience. Puis, pour les amateurs d'animaux, là, c'est vraiment Puis après ça, Istanbul, ça a été quoi comme expérience là-bas? Écoute, c'est une ville avec une histoire fascinante, je te dirais, là, qui là présentement est rendue. Moi, j'avais des fausses impressions. J'avais l'impression que c'était un peu un mélange des religions entre le christianisme puis l'islamisme, mais non, c'est vraiment 100% musulman présentement. Toutes les églises qui ont déjà existé, dont entre autres Sainte-Sophie, qui est la plus vieille église, en tout cas l'église la plus connue dans les vieilles églises, elle est transformée maintenant en mosquée.
Puis c'est ça, c'est l'histoire qui s'est déroulée là. Ça a été le siège de l'Empire ottoman, là, c'est un pan d'histoire qu'on connaît un peu moins bien du côté ici. Là. Moi, en tout cas, moi, je le connaissais moins bien. Alors, on a pris entre autres une visite guidée toute une journée avec une guide qui nous explique un peu cette histoire-là, des visites de mosquées, des visites du Grand Bazar, la mosquée bleue. On a aussi fait une petite croisière sur le Bosphore, là, le fleuve qui sépare la ville en deux. Puis ça nous a permis, en fait, dans notre voyage, de dire qu'on a fait 4 continents. Ah ouais, dans un voyage de 3 semaines, on a fait un bout en Amérique, on a fait un bout en Afrique, puis Istanbul chevauche Europe et Asie. Fait qu'on était à souper un soir du côté de l'Asie. Là. Le gros check, c'est fait. Check. Ouais, c'est ça. Très cool. Dans un seul voyage, on a fait 4 continents. C'est bien le fun. Wow. Un super voyage. Fait que là, vous êtes revenu quand? On est revenu dans la nuit de vendredi à samedi. OK. Fait que je suis encore un petit peu sur le décalage. Ça. Ben écoute, merci d'être là. Puis déjà, un matin, tu étais back to work. Tu me disais oui, c'est ça. Ben, la clinique, on a 2 cliniques maintenant. Là. On a celle de Le Bourgneuf qui est la principale qui, elle, est encore fermée cette semaine. Okay. Les employés sont encore en congé. Puis on a celle de Maguire à Sillery, là, où on a transféré des activités de chirurgie plastique qui est le gros cette semaine. Là. Je vais travailler 2-3 jours cette semaine là, à Maguire. C'est ça parce qu'on parlait un petit peu vite fait avant de commencer l'enregistrement. Nous, on se connaît, ça fait déjà 7-8 ans, là, sans dire qu'on travaille ensemble, mais qu'on se côtoie dans le milieu. Puis, je te disais, c'était quand même vraiment, vraiment cool ton parcours. J'aimerais ça, si tu veux un peu en parler. À Québec, t'es quand même un pionnier, là. Il y a eu Lacroix, le côté médecin de famille un peu plus, mais sinon, c'est pas mal toi, tout ce qui est chirurgie, bloc opératoire, t'es le premier, en tout cas de ce que je sache à Québec, t'es pas mal le premier à avoir parti un projet comme ça. Ouais, disons que il existait un bloc opératoire privé du même genre que ce qu'on a avant nous, qui était à la Cité médicale. Okay. Qui se faisait de l'activité en chirurgie plastique. Okay. Eux, à la différence, on a... Bon, disons que moi, je te dirais que j'étais au CHUL là, auparavant. Moi, j'ai toujours été anesthésiste. C'est ça, parce que toi, t'es anesthésiste. Je suis anesthésiste. J'ai fait en anesthésie pédiatrique. J'ai travaillé au CHUL toute ma carrière dans le système public. J'ai fait 14 ans au CHUL. Puis, je te dirais que c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. C'est bien sûr eu une petite mentalité d'homme d'affaires, mais j'ai jamais eu vraiment la chance de l'exploiter. Puis à un moment donné, il s'est présenté une opportunité. Là. J'ai entendu parler de cet édifice-là, Complexe Vision, là, qui était en construction, où il y a des plasticiens, entre autres, qui étaient intéressés à ce qu'il se fasse un bloc opératoire privé pour faire leurs activités en esthétique. Ouais. Mais ça prenait quelqu'un pour s'en occuper. Rapidement, j'ai fouillé un peu pour essayer de trouver d'autres activités à mettre. C'est peut-être ça la nuance qu'on a eu peut-être avec la Cité médicale dans le temps, qu'il y a d'autres avec concentré leurs activités seulement en plastique. Ben moi, on m'a mis en contact avec des dentistes pour enfants. Puis ça, je savais en travaillant au CHUL qu'il y avait un énorme problème de liste d'attente en dentisterie pédiatrique. C'était des années que les enfants qui ont besoin de soins sous anesthésie puissent être traités. Puis il y avait un groupe là, qui voulait donc se partir d'une clinique puis qui espérait pouvoir qu'il y ait un bloc opératoire pour permettre d'avoir leurs activités. Fait que ça a fait déjà 2 activités qu'on pouvait mettre dans le bloc. Puis on a ajouté assez rapidement à ça l'orthopédie, mais pour les militaires. C'est dans ce contexte-là, peut-être qu'on a travaillé un petit peu plus ensemble. Comme tu travailles dans le domaine de l'orthopédie. On a commencé donc au jour 0 à faire de l'orthopédie là, pour les militaires de la base Valcartier. Il y a déjà eu un bloc opératoire sur la base, mais au début des années 2010, l'armée canadienne a fermé tous ses blocs à travers le Canada. Fait que ces patients-là ont été, je dirais, insérés dans les listes d'attente du système public. Fait que quand on leur a offert la possibilité de ressortir ces patients-là des listes d'attente puis de les faire plus rapidement au privé, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. Fait qu'on a commencé au jour 0 avec ces 3 activités-là, avec bien sûr, dès le départ, l'idée d'amener les hôpitaux à faire opérer des patients chez nous pour baisser les listes d'attente. Puis ça, ça n'a pas été simple. Ça a été, on voulait pas être harcelant, ce qui fait que j'y allais par des contacts de temps à autre, mais c'était dur de convaincre les gens des hôpitaux de la nécessité. Puis c'est clair qu'à ce niveau-là, la pandémie va avoir eu un effet. Tu sais, ça s'en venait, là. On sentait que ça s'en venait. Les pourparlers s'en venaient de plus en plus sérieux. On a eu des rencontres plus officielles avec le CHUL Québec. Ils avaient fait des études de leur côté qui montraient qu'il y avait, à leur grande surprise, là, qu'il y avait un besoin en termes de chirurgie d'un jour. Là. Moi, c'est ce que j'avais senti sur le terrain, mais je n'avais pas les chiffres. Mais eux autres avaient fait leurs études actuelles. Ça s'en venait, là. On était sur le bord de commencer à regarder les détails d'une possible entente. Puis dans le fond, j'ai rien inventé de ça. Hein. J'ai juste importé un peu ce qui se faisait déjà à Montréal. Les vrais pionniers là-dedans, c'est probablement les gens de la région de Montréal, là, les Rockland surtout, Strand qui avait vu venir un peu la tendance. On est un des rares pays au monde où puis là, je parle pas de
payer de ses poches pour se faire traiter, mais où on peut pas aussi facilement avoir accès à des blocs opératoires de gestion privée, mais des soins payés par l'État, c'est partout, sauf à peu près au Québec. Je pense qu'il y a Cuba puis l'Arabie Saoudite. Là, non, c'est rare. J'ai habité, moi, avec le hockey en Allemagne, c'est comme ça. En Suède, c'est pareil. En Suisse, c'est la même chose. C'est ça un peu partout. Puis, ça a été une question de faire accepter ça. Puis la pandémie a fait, mais je pense que là, les barrières sont ouvertes parce que les gens avaient tout simplement pas le choix. Fait que, comme je me plais souvent à dire, ça prend moins de gens pour s'opposer à un projet que ça en prend pour le faire avancer. Donc, je pense que dans les administrations hospitalières puis du ministère, ça prenait juste une poignée de gens qui s'opposaient à ce type de projet-là pour que ça marche pas. Puis là, la pandémie a fait que ces gens-là avaient comme plus le choix. Mais c'est quoi les raisons principales de s'opposer à ça dans un contexte que c'est pas plus cher pour le système public d'aller chez vous? À la limite, c'est peut-être moins cher même. Je sais pas. Moi, je suis convaincu que c'est moins cher parce que nos structures administratives sont moins lourdes que dans le système public. Moi, ce que je comprends de ça, puis je suis moi-même un fervent partisan là, de l'accessibilité aux soins. Là, puis c'est pas pour rien que j'ai fait ça. Comme je te disais, on a réglé, entre autres, le problème des délais d'attente en dentisterie pédiatrique. Je suis super fier de ça. Les délais sont passés de 3-4 ans à 3-4 mois. Depuis qu'on c'est jour et la nuit. Là. C'est dans ce sens-là que moi, pourquoi on s'opposerait au privé? Écoute, moi, je pense qu'il y a une certaine fierté quand même que les gens ont au Québec là, de notre système de santé publique. J'en suis très conscient. C'est juste que je pense qu'il faut l'avoir vécu de l'intérieur pour comprendre que ça a ses forces, mais ça a aussi ses faiblesses, le système exclusivement public. Puis, même chose pour le privé. Là. Moi, je prétends pas que le système privé va remplacer le système public. Je pense qu'on n'a juste pas les mêmes forces puis les mêmes faiblesses. Il faut juste essayer d'exploiter les forces de l'un puis les forces de l'autre, puis offrir un service qui a de bon sens à la population. Mais, bon, à mon avis, le système de santé publique a les mêmes faiblesses un peu que le système de garderie publique ou tout autre service qu'on nationalise. C'est qu'on a une excellente qualité, mais on a de la misère à fournir la quantité. Bon, là, rendu là, quand le public embarque, on peut remettre en question, à certaines occasions, la qualité de ce que les gens font, mais là, rendu là, ça dépend de qui s'en occupe. Puis moi, je te dirais qu'une de nos premières préoccupations, c'est de faire donner des services de qualité. Ça fait que quand tu as quelqu'un dans le privé dont la première priorité, c'est les services de qualité, je pense que vraiment, c'est une formule gagnante. Puis, parce qu'on le voit aussi, j'ai la chance de côtoyer des orthopédistes puis d'autres spécialistes d'autres spécialités là, de par ce que je fais comme travail. Puis au Québec, comme tu dis, c'est une chance d'avoir le système public parce que ceux qui veulent aller au privé, des fois, c'est comme tu dis, juste dans une gestion privée, pas nécessairement d'aller 100% au privé, ben, ils le font pour les bonnes raisons. Souvent, les gens, ils pensent toujours, ils veulent faire plus d'argent, ils vont délaisser. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas souvent, c'est que les docs, ils opèrent des fois 1-2 fois dans un mois. Puis, ils font de la clinique pareil. Fait que leur liste d'attente sont disponibles, mais ils n'ont pas d'accès à un bloc. Fait que d'avoir accès à un bloc, ça vole pas personne, ça brime pas personne. Au contraire, ces personnes-là, ils font ça pour aider parce qu'ils voient des patients, surtout en orthopédie. C'est une spécialité qui est un petit peu différente des autres de par le fait que des cancers, des maladies graves, ces choses-là, évidemment, c'est priorisé versus j'ai mal à un genou. Mais quelqu'un que ça fait 3, 4, 5 ans qui a mal à un genou puis qui dort plus les soirs puis qui prend des médicaments pour ça non-stop, c'est pas mieux. Cette personne-là a payé quand même toute sa vie ses impôts, puis elle mérite d'être traitée. Puis je pense que tu l'as bien dit, dans le fond, le problème qu'on a présentement dans le système de santé, c'est pas qu'on manque de médecins, c'est qu'on manque en tout cas en termes de chirurgie, on manque de plateaux techniques pour le faire opérer. Quand on a ouvert, c'est les plateaux techniques, le problème qui manquait. Là, il s'est développé depuis la pandémie un problème de pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc ça vient un petit peu compliquer plus le tableau. Puis ça donne un peu plus d'arguments aux gens qui s'opposent au privé en disant ben, si on ouvre des cliniques privées, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégarnir les hôpitaux. Les employés vont tous quitter les hôpitaux et vont aller travailler au privé. Là, tu travailles chez nous. Tu sais que tu travailles chez nous dans le sens que tu nous côtoies. Tu sais que notre philosophie, au contraire, on essaie de pas nuire. Puis nous autres, au contraire, on essaie de garder actifs beaucoup d'employés retraités qui ont plus leur place dans les hôpitaux. La plupart du temps, ces gens-là ont donné leur nom. Puis pour les hôpitaux, c'est très difficile à gérer d'avoir une équipe un peu à temps partiel. Qui peut pas travailler le mardi parce qu'il y a du golf, qui peut pas travailler le jeudi parce qu'il y a ci, il y a ça. Alors que nous autres, c'est notre spécialité. Là, on gère ça. Là. C'est Lise que tu connais bien qui s'occupe de la gestion du personnel. Fait que nous autres, c'est notre façon de faire nos affaires, aider le système sans lui nuire. Et c'est ça, je trouve que c'est important d'en parler aussi parce que
dans un milieu puis dans un contexte comme au Québec, la première chose que les gens qui s'opposent à ça vont dire « Ah, ils veulent toutes les infirmières, ils veulent tout le staff des hôpitaux. » Que dans les faits, moi, je le vois, il y en a plusieurs que tu es allé chercher qui avaient complètement lâché le milieu de la santé parce qu'ils étaient écœurés, ils étaient à bout de la façon que c'est. Puis là, tu as été capable, avec le concept que tu as parti, d'aller rechercher ces gens-là qui aiment travailler au bloc opératoire, qui aiment aider les patients puis qui sont présents, mais que dans un système public ou dans les hôpitaux, dans un modèle comme qu'on a, ils étaient écœurés de ça. Puis toi, tu leur donnes la chance de revenir travailler. Fait que moi, je trouve que c'est important d'en parler puis de mettre de l'avant parce que c'est pas de voler. Oui, est-ce que par la bande, des fois, il y en a qui ils seraient tannés puis qui seraient partis, mais il y a des gens qui ont des fonds de pension, ils ont des choses, c'est comme des fois quand ils prennent les personnes qui ont vraiment choisi de lâcher un hôpital pour s'en aller chez vous, c'est une grosse décision. Là. C'est une grosse décision. Puis la plupart du temps, tu l'as bien dit, là, nous autres, on a deux groupes. On a les groupes de retraités qui, comme je te dis, la plupart du temps ont donné leur nom puis n'ont pas eu de retour d'appel des hôpitaux parce que c'est un peu trop complexe à gérer pour nous autres. Puis notre banque de jeunes employés qui sont vraiment dans la force de l'âge, on est allé les chercher au moment où ils avaient déjà lâché l'hôpital. Mm-hmm. On a un de nos infirmiers qui était rendu en centre de désintox. On en a d'autres qui venaient de chez des dentistes ou des maxillos. On en a plein qui avaient carrément lâché le domaine de la santé parce que, dans le domaine de la santé, tu n'as comme pas le choix. Tu as un seul employeur qui est le système public, donc c'est un milieu syndiqué, c'est un milieu réglementé, c'est un milieu rigide. Ça fait pas à tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Comme par exemple, je sais pas, des ingénieurs, il y en a qui aiment ça travailler pour le gouvernement, il y en a qui aiment pas ça travailler pour le gouvernement. Ouais. Dans les médias, il y en a qui aiment ça travailler à Radio-Canada, mais il y en a qui aiment mieux travailler au privé. C'est la même affaire. Il n'y a pas cette espèce de compétition-là ou de cette opportunité-là dans le système de la santé de faire les deux. Puis c'est ce qu'on offre. Puis c'est vraiment... Puis comme je te dis, c'est des gens qui avaient carrément quitté le système hospitalier, puis qui avaient même, dans bien des cas, quitté le système de santé. Puis on a permis au moins de pas perdre leur expertise, parce que former quelqu'un en bloc opératoire, là, c'est des mois, voire des années, là, avant qu'il soit compétent là, travailler dans un bloc opératoire. C'est très, très spécialisé. On garde en vie, on garde utile à la société des gens qui avaient fait cette formation-là. Puis moi, j'ai aucun comment dire, je me sens très bien là, avec ce qu'on fait parce que je le sais que c'est bon. Puis c'est sûr qu'on entend toutes sortes de commentaires négatifs en général envers le privé en santé. Mais moi, je me sens pas visé par ça à cause de la façon qu'on travaille. On respecte énormément nos partenaires des hôpitaux. On est en contrat avec les hôpitaux, on va pas voler leurs employés. De toute façon, on aurait des pénalités financières super importantes. Puis de toute façon, c'est pas dans nos principes. On le fait juste pas. Alors. Ce qu'on attend beaucoup de ce temps-ci, c'est les agences. Ça c'est un autre. Ouais. Je connais moins ce dossier-là, mais j'avoue que ça m'a eu l'air d'un dossier qui a vraiment dérapé. De prendre le nombre d'infirmières qui semblaient quitter l'hôpital, aller se faire engager par l'agence puis revenir au même département qui était 2 semaines avant, mais on envoie cadre du salaire. C'est ça n'a pas de bon sens. Là, moi aussi, je suis d'accord de ce côté-là. Pour le peu qu'on a lancé, ça me paraissait vraiment l'aspect un peu déviant. Là, ça serait bien, c'est une façon de faire qui pourrait être intéressante, mais moi, je pense dans un contexte, moi aussi, là, sans trop connaître le dossier à fond, mais facilement, je pourrais voir que pour travailler dans une agence, il faut que tu nous donnes minimalement quelque chose au public. Tu sais. S'il y avait un genre d'équilibre de dire comme tu peux pas retourner, exemple, au CHUL. Si tu étais au CHUL, tu t'en vas, tu reviens faire la même job. Bon, je pense que c'est là-dessus que minimalement, tu devrais nous donner minimalement quelque chose. Puis après ça, si tu veux aller dépanner, puis en faire en extra de ton chiffre minimal, les exemples, 30 heures semaine. Tout le monde se doit te donner 30 heures semaine. Puis après ça, si tu t'en vas en vacances quelque part, puis tu dis, hey, tant qu'à aller là-bas 2 semaines, comme des fois les orthopédistes ils vont aux îles de la Madeleine, tu joins l'utile à l'agréable, mais tu sais, pourquoi pas? Mais de faire exclusivement de l'agence pour revenir dans le même milieu, tu sais, c'est là que je pense que c'est le côté teamwork de la chose. C'est très bizarre, cette histoire-là. Mais bon, écoute, je pense que c'est pas mauvais que ça existe, les équipes volantes. Je pense que c'est ce que le ministre est en train de faire, présentement, que le ministère eux-mêmes ait leur propre équipe volante. Parce que oui, il y a des fluctuations dans le temps. Là. Il suffit de 2 filles sur un département qui tombent enceinte en même temps, puis ça débalance complètement. Il faut que tu aies une liste pour te dépanner, un peu comme en pharmacie. Les pharmaciens, ils peuvent se promener, ils peuvent se dépanner, puis tu as toujours les pharmaciens propriétaires qui sont là. Puis, exactement. Quelque chose du genre. Mais là, il y avait un dérapage des hôpitaux qui étaient devenus beaucoup trop dépendants d'agences. Puis c'est les coûts aussi que ces agences-là facturaient, là, qui étaient... En tout cas,
exorbitant. Non, exact. Mais c'est pas du tout notre cas. Comme tu le disais tantôt, nous autres, je pense qu'on réussit. Les gens comprennent pas toujours, mais de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on reçoit un montant X pour faire telle chirurgie, qui souvent est le même montant que l'hôpital aurait reçu. Mais nous autres, on fait cette chirurgie-là, puis nous, on essaie de se dégager du profit. Mais à la grosse différence que nous, on doit absorber là-dedans tout le coût des investissements qu'on a à faire. Alors que, par exemple, à l'hôpital, quand il reçoit ce montant-là, il y a eu un budget à part, un budget X, là, avec les 4-5 ans pour remplacer telle ou telle pièce d'équipement, pour faire l'achat de tout son stock. La construction est déjà payée avec des budgets à part. Nous autres, il faut qu'on absorbe ça là-dedans. Oui, au total, écoute, je suis pas un expert comptable, mais je suis convaincu qu'on coûte moins cher au système. Et surtout, on réussit à être plus efficace parce que la structure est plus petite. Le chirurgien qui vient chez nous, qui fait des chirurgies de même type, il va peut-être réussir à en faire 4 ou 5 à l'hôpital, puis assez souvent, il va se faire annuler sa dernière. Alors qu'il vient chez nous, il en fait 7, parfois 8, puis ça va arriver. Ça va être très, très rare qu'on annule. Ça va vraiment parce que on commence quand même pas à opérer un patient à 7 heures le soir parce que rendu même le chirurgien ne veut plus l'opérer. Non, exact, c'est ça. Fait que c'est des évidemment, là, tu as c'est pas du tout la même dynamique. L'envers de la médaille, il y en a plusieurs aussi qui vont dire vous choisissez vos patients, c'est pour ça que vous en faites plus. Ou nous autres, au public, on a tous les cas compliqués. Il y a un peu de vrai à travers ça, mais en même temps, il y a aussi le fonctionnement qui se fait mieux aussi. C'est tout à fait vrai. Puis on travaille là-dessus. Là, tu vois, on est en... Je sais pas si tu as vu les locaux qu'on est en train de construire. On fait construire 4 chambres pour garder des patients accouchés pour justement pour permettre de faire des patients un petit peu plus lourds. On parle pas de patients là, en attente de greffe cardiaque, là, ça va être certain, mais on parle de patients peut-être qui font de l'apnée du sommeil, qui font du diabète, des choses comme ça pour permettre de faire des cas un petit peu plus lourds, des chirurgies un petit peu plus lourdes. Fait que ça, je suis bien content de ces limitations-là, mais oui, il y a une grosse question d'organisation. Là. Tu ne verras jamais chez nous une chirurgie qui est retardée parce que on attend le préposé qui n'est pas encore allé chercher le patient à l'étage, des choses qu'on voit tous les jours à l'hôpital, mais juste de la façon que c'est organisé chez nous, ça peut juste pas arriver comme problème. Puis, est-ce que tu vois un jour peut-être un bloc opératoire dans un hôpital comme conventionnel qui serait simplement pour vraiment les gros cas lourds, puis les urgences, puis tout le reste serait comme dispatché, si on peut dire, à l'extérieur, ou on dirait de moi, de mon regard là, de rep qui se promène à travers l'Est du Québec, c'est la structure du milieu hospitalier qui est lourde. Fait que si tu es capable d'avoir un endroit qui est plus lean, qui est plus efficace, puis que tu gardes juste justement les cas, les gens, de par ça, il y aurait moins de temps supplémentaire à donner, il y aurait moins de soirs, des gros cas de fin de semaine, puis tout ça, parce que tu t'enlèves un petit peu de charge de travail. Est-ce que tu penses que ça peut être une avenue de ça? Oui, il y a du pour et il y a du contre à ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Hein. Aux États-Unis, chaque hôpital a son ou ses centres ambulatoires. Les ASC, exactement, Ambulatory Surgery Center. Puis écoute, je te dirais, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais de ce que je me souviens, quelque chose comme 60 ou 70% des chirurgies aux États-Unis sont faites dans ces centres-là et non pas à l'hôpital. L'hôpital se conserve exclusivement les gros cas. Les opposants à ça vont te dire, puis ils ont raison, c'est que c'est bien d'avoir une banque de petits cas que tu peux faire à l'hôpital juste pour compléter les programmes. Si mettons que tu as 2 cas de 3 heures à faire puis que tu veux pas que ta journée dépasse les 8 heures, ben là, tu vas-tu arrêter après 6 heures de chirurgie puis tu aurais resté un beau 2 heures puis tu feras rien parce que ton autre cas aurait duré aussi 3 heures. Mais non, tu aimes ça avoir soit un cas de 2 heures ou 2 cas d'1 heure à mettre là-dedans. Puis ça, c'est très bien. Mais probablement qu'on va se rendre tranquillement vers là, à externaliser le plus possible les petites chirurgies. Juste les cataractes, par exemple, là, on c'est rendu rare les hôpitaux où il se fait de la chirurgie de cataracte en Amérique du Nord, à part. On m'a même dit que dans l'Ouest canadien, c'était rendu avancé comme processus. Là, je sors un peu de ce que je sais vraiment, mais je pense qu'on tend vers là. La tendance à sortir tout ce qui est petite chirurgie des hôpitaux. Parce que si tu l'as dit, la structure à l'hôpital est lourde, elle est parfaite pour faire des cas lourds, mais elle n'est pas parfaite pour faire des cas légers. Tu sais, quand le patient doit se présenter au 6e étage le matin de sa chirurgie, la chirurgie en jour est au 1er étage, le bloc opératoire est au 2e, puis il traverse l'hôpital. Tu sais, c'est beaucoup plus intimidant pour le patient. Je pense entre autres dans la clientèle pédiatrique, moi je suis certain que c'est plus facile là, quand on les traite chez nous pour leur soins dentaires que quand ça se passe à l'hôpital. Mais c'est que c'est toute la structure qui est derrière. La stérilisation, souvent, n'est pas nécessairement même le bloc opératoire. Il y a toutes sortes de choses qui font que c'est moins efficace. Tu le vis aussi. Là. Tu promènes toi aussi des hôpitaux. Là. Donc, non, je pense qu'on s'en va vers là.
On est peut-être écoute, je me suis senti pionnier quand on a commencé. Là. Je pense que vraiment, on est juste dans la vague. Là. On surfe la vague, puis on va essayer de faire notre mieux. On va bientôt commencer à faire de la prothèse de genou puis de hanche chez nous, ce qui se fait déjà à Montréal depuis quelques années. Ouais. Puis on va mais voir toujours au public, par contre. C'est important. Oui, c'est sûr que nous, on est tous des publics dans le sens que le patient qui vient chez nous ne paie pas. Là. Exact. On en a des patients qui paient là. Pas chez nous, c'est des patients qui font de la chirurgie plastique, là, de la chirurgie esthétique. Les plasticiens louent des journées chez nous puis ils viennent faire leurs patients. Mais en gros, c'était l'année passée 80% de nos patients qui ne payaient pas pour leur chirurgie chez nous. Puis là, je pense que cette année, on va être plus élevé que ça. Là. On va peut-être être à 85. Okay. Puis pourquoi que les gens, tu peux pas faire de privé dans ton bloc? Ah, OK. Ben, disons, par exemple, quelqu'un qui voudrait se faire sa prothèse de genou au privé ou quelque chose. Exact. Mais comme la Croix qui est 100% maintenant, qui ont leur bloc, eux autres, ils ont un bloc privé que c'est juste du out of pocket. Ils font aucun public là-bas. C'est que eux autres, ils ont un type de permis différent. OK. Eux autres ne pourraient pas faire ce qu'on fait. Nous, on ne peut pas faire ce qu'ils font. C'est quand tu ouvres un bloc opératoire, tu demandes un permis, puis tu dois le demander soit exclusivement pour des patients qui sont inscrits au régime de RAMQ, soit exclusivement pour des chirurgiens qui sont pas inscrits au régime de RAMQ. Okay. Pour faire une chirurgie nécessaire à la santé, là, comme une chirurgie du genou, de l'épaule ou des hernies ou des choses comme ça, pour la faire au privé et que le patient paie de ses poches, il faut que le chirurgien ne soit pas inscrit à la RAMQ à ce moment-là, au moment où il a fait. Ouais. Donc, ça prend vraiment le type de permis qui la Croix a. Puis on a fait une demande de permis, là, dans le local à Magloire, on a des journées inutilisées, puis on avait fait une demande de ce permis-là au ministère qui nous a été refusée. Parce qu'elle avait été reçue au ministère en même temps qu'une vingtaine d'autres demandes à travers la province. Puis ils ont comme décidé de faire comme un moratoire un peu sur ces types de permis-là. Fait que là, on laisse la poussière retomber, puis on va voir si on a vraiment encore besoin. Là. On est en démarche, en fait, pour redemander ce permis-là. Fait que c'est pas nécessairement mort, le projet de... Non, non, c'est pas mort. Puis écoute, je suis déchiré au niveau moral là-dessus parce que c'est clair que dans ma tête, à quantité d'impôts qu'on paye, on devrait tous avoir une chirurgie gratuite et rapide. Mais tu sais, rapide, entendons-nous, 2 mois, là, ça devrait être normal. Là. Pas 2 ans. Même attendre 6 mois, je trouve ça déjà normal. Bon, présentement, les délais hors délai, on constate que c'est plus d'1 an. 1 an, c'est complètement ridicule selon moi. Là. En ce sens-là, il y a un côté de moi qui dit, écoute, si tu as travaillé fort toute ta vie, tu as accumulé un 10, 15 ou 20 000 pour payer ta chirurgie, puis tu es rendu à 72 ans, puis tu veux continuer à voyager, puis pour ça, il faut que tu puisses te faire remplacer ton genou. Puis là, on t'empêche de le faire parce que on ne te donne pas le droit d'aller faire opérer au privé. Je pense que c'est quand même... Je suis pas en faveur de ça. Je pense qu'il faut que les gens aient l'option. Là, les options commencent à exister, mais le ministère est très, très, très... chambranlant à essayer de répandre cette option-là. Puis je suis pas en désaccord. Là. Écoutez, peu importe ce qu'on fait, on va aider la population du mieux qu'on peut. Présentement, on se concentre à maximiser nos ententes avec les hôpitaux pour faire le plus de cas possible, mais on va voir où l'avenir nous mène. Non, c'est ça. Mais ce qui est difficile aussi des fois, en tout cas pour moi, à être un pied dedans puis un pied en dehors, là, sans être comme orthopédiste ou propriétaire de clinique, mais de vous côtoyer à tous les jours. Ce qui est difficile, c'est encore une fois, c'est de dire, ben, OK, toi, tu as le droit, mais toi, tu n'as pas le droit. Fait que l'option est là. Fait que quelqu'un qui veut payer, il peut, mais il peut pas payer partout. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que si tu peux, ben, pourquoi pas? Ça serait tellement simple de juste dire, écoute, je vais prendre une journée semaine chez nous, puis je réserve ça pour ça. C'est ton même staff, tu n'as pas plus de monde, tu n'as pas une autre. Tu vas pas aller chercher d'autres mondes à l'extérieur. La structure est déjà créée. Ça serait si simple C'est sûr que les pays scandinaves, entre autres, ont déjà eu des problèmes de liste d'attente en chirurgie. Puis ce qui leur a permis de régler ce problème-là, c'est de libéraliser la profession. Mm-hmm. Puis ils ont arrêté de mettre des barrières comme ça au privé. Par exemple, toi, tu es chirurgien, on connaît tous des noms de chirurgiens, puis on sait que le jeudi, la semaine prochaine, il n'y a rien, mais il y aurait la possibilité d'aller opérer des patients au privé dans une clinique privée, puis il va trouver probablement des patients qui sont prêts à payer. Ben, ça fait déjà, s'il opère 3 ou 4 patients dans sa journée, ben, c'est déjà 3 ou 4 patients de moins sur les attentes. Fait que les pays qui ont réussi à se sortir de ce service-là, c'est les pays qui ont fait ça, c'est de libéraliser. Puis, mais une grande question le modèle québécois, on en a déjà été très fiers. Je pense que les gens commencent à réaliser que ça a certaines limites. Moi, je pense qu'on pourrait faire comme en éducation, puis justement abolir une partie des barrières entre le privé et le public. À mon avis, dans le système d'éducation, ça a été salvateur, dans le sens que je pense que ça a forcé beaucoup les écoles publiques à s'améliorer. Les programmes sport-études, les autres programmes spécialisés n'existeraient probablement pas dans les écoles publiques s'ils n'avaient pas été mis de l'avant par les écoles privées. Mais je pense qu'il peut se passer la même chose au privé. Non, parce que même les gens qui sont contre l'école privée,
je comprends qu'il y a, encore une fois, c'est pas les mêmes charges de travail pour les professeurs au public, privé. Des fois, c'est plus sélectif quand tu vas au privé, mais ça reste que les gens qui payent de plus, c'est une partie que tu vas donner, que l'autre portion, il serait dans le système public, on se retrouverait à le payer pareil. Tu sais, c'est pas comme qu'on paye, on paye tout pour le privé. Fait que c'est là que souvent, on dirait que le monde, ils font pas la distinction entre que c'est pas un surplus qu'on donne, c'est le minimum qu'on donnerait pareil, puis à la limite, probablement que c'est moins cher un enfant qui va au privé versus qui serait full dans le système public, probablement qui coûterait plus cher. Est-ce qu'on pourrait faire ça en santé? Disons, le patient qui décide de se faire opérer au privé paye la moitié ou les 3/4 de sa chirurgie. Je sais pas. Ouais. J'en suis pas là. Moi, tout ce que je sais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je pense que au niveau d'un bloc opératoire privé comme le nôtre, on a des forces différentes de celles des hôpitaux. Puis il faudrait chercher à les exploiter au maximum. Là. Puis présentement, bon, on travaille. Là, on a encore des salles de libre. On essaie de travailler avec les partenaires hospitaliers pour trouver des moyens de les occuper. Au début, j'ai senti des réticences, mais là, ces réticences-là sont de moins en moins là. Je pense qu'ils tous ont vu qu'on n'est pas là pour leur nuire ou pour... Puis on travaille là pour essayer de remplir ces salles-là. Est-ce qu'on va en revenir un jour où on va manquer soit de chirurgiens ou d'anesthésistes, puis que là, on va falloir qu'on revoie notre façon de faire? Je sais pas. On n'en est pas encore là. Ouais. Il y a encore beaucoup de salles qui sont non fonctionnelles dans les hôpitaux là, par manque de personnel puis par autres contraintes. Fait que pour l'instant, on essaie Puis les attentes sont tellement importantes que je pense qu'on peut pas laisser de côté une solution qui existe. Là. Ouais. Tu parles de manque de personnel, puis tu disais le manque d'orthopédistes, d'anesthésistes. Une question que je me suis toujours posée, parce que j'ai entendu de par des gars qui arrivent de fellow d'ailleurs, qu'au Québec, on était le seul endroit, je pense, au monde qu'un inhalothérapeute pour, tu sais, comme un poste comme ça existe. C'est vrai, ça, que au Québec, c'est comme unique à nous d'avoir ce poste-là ou ce titre-là comme travail? Ou, Je sais que ça existe en Colombie-Britannique, ça existe probablement dans d'autres provinces. Le rôle est souvent pas le même qu'au Québec. Au Québec, pour que les gens comprennent bien, dans chaque salle d'opération, il y a un anesthésiste et une inhalothérapeute qui travaillent en équipe et qui couvrent une seule salle. Là, moi, parmi les choses que j'ai vues, moi, j'ai fait un fellowship en Belgique. En Belgique, les inhalothérapeutes, ça n'existait pas. C'était les infirmières qui assistaient l'anesthésiste, puis c'était la même infirmière qui assistait l'anesthésiste, puis qui après ça allait travailler en externe, c'est-à-dire que c'est l'infirmière qui fournissait les fils. Ouais. On a déjà été comme ça au Québec. Les inhalothérapeutes sont apparus dans les années, je te dirais, j'écoute, là, je veux pas me... Non, mais... Je pense que c'est les années 80. Okay. C'est une profession qui a été, en effet, on est des pionniers un peu là-dedans, là, dans les emplois des inalos. C'est une chose que je pense qu'on a bien faite, c'est ça. C'est vraiment un métier en soi. Là. Je vois une bonne différence quand je voyais des infirmières en externe là, qui devaient se séparer un peu en deux en Belgique. C'est clair que le patient est mieux servi avec les inhalothérapeutes qu'on a ici. Là, maintenant, l'autre grande question, c'est est-ce qu'on doit vraiment avoir un anesthésiste dans chaque salle? C'est quelque chose qui est à laquelle mon association tient mordicus. C'est quelque chose qu'on se fait... on se fait convaincre que c'est la seule voie possible, moi, depuis que je suis au moins résident, donc ça fait au-dessus de 20-25 ans que j'entends ce message-là. Mais on voit ça ailleurs. Aux États-Unis, ils ont beaucoup des nurses anesthésistes, là, des infirmières praticiennes en anesthésie, qui, je pense, à ce moment-là, ils ont une formation plus poussée en anesthésie. Comme une inhalo, avec une petite coche de plus, peut-être? Oui, exactement, avec le titre d'infirmière. Donc, elle a un petit peu plus d'autonomie au niveau des prescriptions. Elle peut choisir elle-même quel médicament elle donne. Pour avoir jasé des fois que des anesthésistes américains, c'est pas parfait non plus. Là. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi la bonne réponse à ça. Non, mais je te posais la question parce que des fois, on le voit parce que vu que de par ce que je fais comme travail, je suis en salle d'opération, je vous côtoie, je vois le fonctionnement. Puis il y a quand même des moments dans une chirurgie que pour maximiser ce que tout le monde fait, que je me dis, mais il me semble que, comme tu disais, être en externe, de par juste venir donner en support, des fois juste faire une pause, des fois il y a une pause qui se passe, puis là, on peut pas faire la pause, il manque de staff, puis quand que, est-ce qu'il pourrait pas avoir mais là, je comprends que c'est les syndicats, puis que tout le monde a leur boîte, puis leur case, puis c'est pas moi qui va changer ça, mais c'est juste que je viens d'un milieu d'équipe, de toute ma vie, j'ai joué au hockey, puis on s'entraide, puis tout ça. Puis je trouve que des fois, ce côté-là, il est un peu manquant dans des journées que tu entends « Ah, c'est cancellé parce qu'il manque une infirmière ou il manque un inhalo » quand t'es comme
comment on n'annule pas aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, on va le faire rouler, tu sais, ben, regarde, moi, je vais venir en externe, je vais être là, regarde, moi, je vais plus rester en dedans, mon autre anesthésiste, il va me couvrir à telle autre salle de réveil, tu sais, je trouve qu'il y a des fois, les cadres dans le système public sont tellement rigides que ça fait en sorte, entre autres, que je trouve que c'est là qu'on s'enferge un peu d'un fleur du tapis. Là. Tout à fait d'accord avec toi. Puis ça va être quelque chose qu'on va essayer de ne pas perdre en grossissant, parce que l'Opéra MD grossit tranquillement. On a commencé avec... on a construit 4 salles au départ, mais au début, on roulait à 1 à 2 salles par jour ouvertes. Là. Fait que c'est sûr que cet esprit d'entraide-là, on l'avait très, 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 très fort. Ouais. Là, même quand les 4 salles sont occupées, genre, on le sent encore. Là. Si c'est arrivé les matins qu'une allo était malade, une erreur d'horaire, personne rentrait, on ne s'empêchera pas de partir de la salle comme ça. À l'hôpital, ce que tu vois, c'est que la salle ne part pas. Ben non, exact. Nous autres, on s'entraide, on réussit à trouver quelqu'un, un remplacement de le pied levé qui va peut-être arriver dans 1 heure et demie, ben on part de la salle, puis on pénalise pas le patient pour ça, puis j'ai vraiment pas l'impression qu'on met quelqu'un en danger avec ça. Ben non. Là, peut-être que les syndicats ou même mon association serait peut-être pas contente d'entendre ce que je te dis là, peut-être qu'ils diraient que ça n'a pas de bon sens, qu'il faut pas faire ça, mais ou au contraire, je pense que ça n'a pas de bon sens Ben oui. Mais encore là, ce qui aide, c'est que dans une clinique comme la nôtre, on a juste des patients en bonne santé. Ouais. Tu sais, je fais pas affaire avec un patient. Non, c'est certain. Tu sais, le risque d'instabilité des patients est quand même diminué par rapport à ce qui se passe à l'hôpital. Non, c'est sûr, mais il y a quand même des endroits dans le monde qui ont les risques élevés, puis qui en ont, tu sais, pas ou peu ou moins, puis ça marche pareil, puis tu sais, le monde ne va pas left and right au bloc opératoire à cause de ça non plus. Non, regarde, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, c'est un des problèmes qui a été relevé par le ministre Dubé il n'y a pas si longtemps, le nombre d'annulations, par exemple, en fin de journée. Ouais. Puis on le vit à l'hôpital énormément, des annulations en fin de journée. Puis ça, il y a toutes sortes de facteurs à ça. Il y en a qui sont incontrôlables, puis il y en a qu'on pourrait en effet probablement faire des efforts pour que ça arrive moins. Ouais. Écoute, mais c'est tellement des réponses complexes. Là. Non, exact. Puis je veux pas jeter la pierre à personne à moi depuis que je suis sorti du système public, je le vis d'un autre œil. J'ai été beaucoup impliqué quand j'étais à l'hôpital dans des comités, là, des comités d'achat de matériel, des comités de réanimation, encore des choses comme ça. Quand tu le vis dans l'hôpital, tu la ressens, la lourdeur, mais tu la comprends encore plus quand tu es sorti du système. Mm-hmm. Là, quand je retombe dans ces comités-là, en contact avec les gens de l'hôpital, je me rends compte qu'il n'y a personne dans les directions d'hôpital, dans les comités, dans les médecins, dans les directions qui sont de mauvaise foi, mais ils sont aux prises avec tellement une lourdeur du système, puis prendre une décision, c'est tellement compliqué parce qu'il y a tellement de règles qui encadrent la prise de décision. Mm-hmm. Il y a tellement d'étapes qui encadrent la prise de décision. Il y a tellement d'échelons dans les directions que même si ces gens-là ont la meilleure volonté du monde, souvent, ne sont pas capables de faire avancer les choses aussi vite qu'ils voudraient. Mm-hmm. C'est une des forces un peu qu'on a. Là. On est beaucoup plus lean là, en termes de gestion. Fait que moi, demain matin, tu viens me voir, puis on s'en... Je discute avec les chirurgiens ou avec les anesthésistes, puis écoutez, ça me prendrait telle pièce d'équipement. Ben, si ça fait du sens, ben, le lendemain, elle est commandée. Ben ouais. À l'hôpital, c'est 6 mois, 1 an, non. L'exemple que je donne tout le temps, puis je le garde encore, c'est quand j'étais dans mes derniers mois, dans ma dernière année, mettons, au CHUL, on était en processus pour acheter une machine d'échographie parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en anesthésie dans les 10-15 dernières années. C'est l'utilisation de la machine d'échographie pour faire des blocs, là, voir les nerfs, aussi des fois pour des accès veineux, pour voir les veines, piquer au bon endroit. Puis on était déjà en processus depuis plusieurs mois quand j'étais là. Moi, en sachant que j'en aurais besoin d'une dans ma clinique, ben, j'ai fait le tour avec le représentant, j'en ai acheté une, 2 semaines après, je l'avais. Ben, ça a pris 2 ans de plus avant qu'il y ait la même machine à l'hôpital. Tu sais, comment veux-tu? Non, c'est ça. C'est démotivant pour le personnel, c'est démotivant pour les médecins. Il y aurait des efforts à faire pour améliorer la gestion. Est-ce que la Santé Québec va permettre de... Je sais pas. Je sais pas. Time will tell, I guess, mais ce qui est la conversation comme ça, je trouve, de tout ce qui est public, tu sais, j'ai eu des gars, des anciens joueurs de hockey qui sont impliqués dans le système scolaire. Tu parles dans n'importe quel domaine. Ma blonde est en milieu carcéral, à travailler à Donnacona. Tu sais, toutes ces personnes-là, tout le monde semble d'accord que ça n'a tout pas de bon sens, puis qu'ils disent que peu importe à qui parle, tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens, mais il n'y a rien qui arrive jamais. Moi, c'est ça que je trouve qui est particulier avec tout ce qui est public, c'est que tu parles à un doc qui va dire « Non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Une infirmière, ça n'a pas de bon sens. Les boss, « Ah non, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai les mains liées. » Leur boss va dire « Ouais, mais c'est tellement lourd. » Mais il n'y a jamais rien qui change. Tu sais, c'est comme si
à un moment donné, faut prendre action, il faut essayer quelque chose de changer. C'est comme si on est tous d'accord que ça marche pas, puis on continue de faire la même affaire pareil. On dirait que moi, à chaque fois qu'on se met à parler de ça, puis c'est un peu pour ça que j'ai parti ce podcast-là pour aller essayer de comprendre, puis essayer de trouver la nuance entre toi, tu penses ça, puis quelqu'un qui pense pas comme toi, mais pourquoi? Viens me convaincre ou viens qu'on discute ensemble de la raison, parce que c'est comme ça, oui, non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. Ouais, écoute. C'est ça que je trouve particulier. Je pense que la base derrière ça, on se souvient par exemple de la commission Gomery ou la commission Charbonneau, c'est souvent les gens ont été frappés au niveau de l'imaginaire par des cas de corruption. Ouais. Puis je pense qu'on s'est tellement dit, il n'est pas question que quelqu'un puisse prendre une décision tout seul dans son bureau juste parce qu'il a reçu une enveloppe brune, qu'on va tellement compliquer les prises de décision. Ouais. Ben, pas compliqué pour les compliquer, mais on va tellement mettre de contrôle aux prises de décision qu'il n'y a pas une personne qui va être capable de subir de la corruption. Ça, c'est louable, mais ça donne cet effet-là où, là, avant que de pouvoir décider, mettons, d'acheter, comme je te disais, une machine d'échographie, ça va passer en tellement d'étapes, tellement de contrôles que la décision va prendre une éternité. Non, exact. Puis c'est aussi des augmentations de coûts souvent parce qu'on pense que par toutes ces choses-là, on diminue des coûts. Mais moi, j'ai des amis qui sont dans le domaine du matériel, dans la construction ou dans n'importe quoi. Puis j'entends des histoires que comme plus que l'appel d'offres est épaisse, plus qui bident sans regarder plus cher, 3-4 fois le prix, puis souvent sont seuls soumissionnaires parce qu'ils sont des appels d'offres tellement compliqués qu'au final, ça coûte 3-4 fois plus cher pour quelque chose qu'on n'aura même pas de besoin. Écoute, j'ai des histoires des amis qui me condamnent, ils nous ont commandé tel truc. Puis là, après ça, il avait trop commandé de stock. Puis là, ben, écoute, là, je peux pas te le reprendre. Non, je veux pas que tu me rembourses, je veux juste que tu viennes le chercher. Tu sais, tu payes, il a chargé 2-3 fois le prix parce qu'il se dit c'est tellement compliqué, je ne vais pas arriver en dessous. Une fois qu'il a eu plus d'argent dans son projet, ils ont mal calculé leur affaire, puis ils ont demandé hey, s'il vous plaît, peux-tu juste venir nous débarrasser de ça? Mais je ne te rembourserai pas. Non, je veux pas que tu me rembourses. T'es comme ça n'a pas de bon sens. La construction, c'est vraiment pas un domaine que je connais beaucoup. Ce que je peux dire, par contre, c'est que mon expérience d'avoir construit, on est rendu à 2 blocs complémentaires de construit, une rénovation majeure qui est en cours à Le Bourgneuf où on agrandit là, pour vraiment permettre de faire des prothèses à l'automne. Je commence à avoir vécu quelques processus de construction. Puis quand je vois les chiffres qui sortent dans les médias sur combien ça coûte, par exemple, rénover l'urgence de tel hôpital ou rénover le bloc opératoire de tel autre hôpital ou construire un bloc opératoire à tel endroit, les chiffres sont d'aucune commune mesure que ça nous coûte. Là. C'est sûr que, je ne le cacherai pas, notre dernière construction, elle a coûté plus cher que prévu. Là, n'importe qui, quelqu'un qui se construit une maison tout seul, ça va coûter plus cher par les temps qui courent. C'est comme ça. Là. Mais on parle de 5, 10, 15, 20 fois les coûts là, quand on regarde les projets qui sortent, les prix qui sortent dans les médias. Puis ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est un peu à cause de ce que tu viens de décrire là. C'est des processus d'appel d'offres super compliqués où les compagnies ne prennent pas de chance parce que là, ils ne peuvent pas revenir en arrière après ça. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de revoir leur processus. Là. Ils avaient annoncé une nouvelle façon de faire récemment, entre autres, là, au niveau des structures en ingénierie civile. Écoute, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais ça, c'est un des gros problèmes. J'ai hâte de voir la facture finale du NCH. Je pense que ça va être mirobolant. Mais pour avoir quelques amis qui sont dans le domaine de la construction, des chantiers sont souvent arrêtés, ce qui entraîne des pénalités, parce que là, finalement, on avait oublié telle affaire, on revient avec telle autre. Écoute, c'est peut-être des trop gros projets. C'est peut-être ça le problème. Puis moi, je pense qu'un des gros problèmes qu'on a vécu dans le système de santé depuis 20 ans, c'est les fusions d'établissements. Ah oui, je suis d'accord. Les fameux CIUS, là. Quand j'ai commencé à travailler au CHUL. Mm-hmm. On travaillait pour le CHUL. Les infirmières qui étaient là étaient fières de travailler au CHUL. Les infirmières de l'Enfant Jésus étaient super fières de travailler à l'Enfant Jésus pour l'Enfant Jésus. Il y avait une saine compétition entre les deux. On s'agaçait un peu. Les gens de la Haute-Ville, les gens de la Basse-Ville. Bon. Mais les gens étaient fiers de travailler pour leur milieu. Là, il y a eu 2 vagues successives de fusion. Ça a commencé par être le CHUC. Je me souviens à l'époque que là, ça a été 3 établissements qui ont fusionné ensemble. Puis après ça, quelques années plus tard, le CHU de Québec. Puis les gestionnaires qui sont là font leur possible, mais c'est très difficile de garder un sentiment d'appartenance au personnel quand dans le fond, l'organisme qui signe ton chèque de paye, t'as comme pas l'impression, c'est impersonnel. C'est gros. Mais ça aussi, puis la réalité, tu sais, moi, je suis les nouvelles choses du ministre Dubé qui ont passé là, pour qu'est-ce qu'il veut faire. Je trouve que
personnellement, ça va à l'encontre de ce qui aurait dû être fait. Je trouve que c'est de rajouter une couche. Tu sais, le fait qu'ils veulent prendre un pouvoir décisionnel, je comprends pourquoi ils veulent le faire, mais de le faire en augmentant, en rajoutant une autre couche de gestion, que dans les faits, ce qui aurait dû être fait, c'est de défaire les CIUS. Ça, tu donnes le pouvoir à chacun dans sa cour, parce que c'est pas vrai, ou même pour un doc ou pour une infirmière, qu'il y a 80 000 infirmières, là. Un ou deux syndicats, là, je sais pas, mais tu peux pas gérer 80 000 employés de la même façon. C'est impossible. L'infirmier et l'infirmière à Bécomo, lui, elle à Chibougamau, celle qui est à Sainte-Justine, puis l'autre qui travaille à Richelieu. Tu peux pas dire que tout le monde fait le même salaire, que tout le monde a les mêmes conditions, puis que tout le monde a les mêmes horaires. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est en soi ça le problème, je pense. Là, oui, puis je parlais de la démotivation puis du sentiment d'appartenance, mais en effet, là, c'est pas les mêmes besoins pour... pas comparer. Ça se compare pas. Est-ce que peut-être que si la philosophie de Santé Québec était... Parce que, bon, il y a un avantage aux fusions, c'est d'arrêter les chicanes de clocher. Dans le sens qu'il y a une décision qui a été prise. T'sais, avant, tout le monde voulait avoir son centre de trauma, tout le monde voulait avoir son centre de chirurgie cardiaque, tout le monde voulait avoir son centre de neuro. Une fois, au moins, quand tu es fusionné puis qu'il y a une décision qui est prise par la direction centrale de dire, ben, telle spécialité va aller à tel endroit, ben, on met un terme à ces chicanes-là. Donc, dans ce sens-là, peut-être qu'un organisme comme Santé Québec pourrait être un bon coordonnateur. Moi, comme je me plais à dire, c'est qu'il faudrait qu'ils apprennent à coordonner sans contrôler. Laisser le contrôle aux gens plus proches du terrain. Exact. Arrêtez de rajouter des couches aussi. Là. Il faudrait que toi, tu es un infirmier, tu as une bonne idée, tu vas voir ton boss, il faudrait que la décision puisse être prise. OK, on fait ça, c'est une bonne idée. Ça peut être des fois des niaiseries. Là, on va mettre les draps à telle autre place au lieu de les mettre là dans le bloc ou utiliser tel instrument au lieu d'un autre. Mais là, ça passe pas par là. Après ça, lui, il faut qu'il en parle à son boss, qu'il en parle lui à son boss. Il y a tellement d'échelons que les décisions ne peuvent pas se prendre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait que la philosophie soit, c'est coordonner, éviter les chicanes de clocher, dire... oui, je comprends très bien. Mais laisser le contrôle le plus proche possible du plancher. Souvent, moi, avec les années, ça fait maintenant 9 ans là, que je suis dans le milieu. Puis une des choses que j'ai souvent dit, c'est si, exemple, on prend le CHUL. Là, on regarde l'année passée, le CHUL, le budget, c'était 500 millions. Je dis n'importe quoi pour couvrir tous les frais d'hôpitaux, les docs, le papier de toilette, tout. Mais si on disait, OK, voilà un chèque de 500 millions, engagez-vous un CA, un président, vous n'avez plus le droit, plus une scène, plus rien, faites ce que vous voulez dans votre building. Vous avez le droit d'être syndiqué, mais c'est un syndicat qui est unique à vous. Là. Dans votre building, créez vos propres règles, faites votre propre chose. C'est sûr que ça irait mieux que si c'est géré de par tout le monde. Parce que là, dans ta cour, s'il en reste du profit, si tu veux en redonner à ton staff, dire un bonus de performance, que plus de vacances, plus de congés, gère-toi comme tu veux avec cet argent-là. C'est le même argent, mais les gens, moi, je pense que ça serait plus efficace, puis les gens seraient, comme tu dis, plus fiers de travailler dans cet endroit-là, parce que là, ils sentiraient que si je fais un effort là-dessus, on va avoir un petit bonus, on va voir si là, il n'y a pas place à ça, il n'y a pas place à aucune créativité, comme tu disais tantôt. J'en ai une bonne idée. Ouais, mais non. Ça s'en va pas nulle part. Je me suis avec la structure que tu décris là, tu deviens, je te dirais, dépendant de la qualité des gestionnaires qui sont en place. Mais bon, qu'est-ce que tu vas en avoir des meilleurs, tu vas en avoir des moins bons, comme dans n'importe quel domaine. Je trouve que ça serait ça qui serait beau, parce que la journée que, exemple, à Québec, tu as le CHUL, l'Enfant Jésus, puis Saint-François, puis il y a un hôpital qui a 28 heures d'attente, puis l'autre, il y a 4. C'est quoi la différence? Les autres, c'est mal géré. Bon, mais vous, dehors, on va en engager d'autres. Tu sais, comme, je veux dire, c'est ça la beauté de, moi, je trouve, d'un partenariat privé-public comme toi, c'est que ça peut pas mentir. Si ça marche pas, puis que tu n'offres pas un bon service, le monde n'ira plus chez vous. C'est là que je trouve que en tout cas, à mon sens, c'est un beau partenariat à avoir, parce que le privé donne une compétition, mais en laissant quand même le choix, pas le choix, mais le régime public payer pour ça. Il ne devrait pas avoir de compétition, dans le sens que moi, je charge moins cher ou plus cher. Les prix sont pareils. C'est juste ta gestion, ce que tu offres à ton client, à ton patient qui vient chez vous.
une meilleure gestion, mais j'ai plus le goût d'aller chez vous. Puis tout le monde serait gagnant, je pense, dans une situation comme ça. Mais bon, c'est pas demain la veille qu'on va. Non, mais pour faire ça, pour que tout le système fonctionne de même, il faudrait vraiment faire un travail approfondi de déterminer une valeur à chaque geste qui est posé. Mm-hmm. Puis écoutez, c'est le même montant que vous recevez. Que vous soyez un hôpital ou un centre privé, vous recevez ce montant-là. Ouais. Puis, mais là, ça, c'est limiter la santé à un aspect financier, puis c'est plus large que ça. Ouais. On n'est quand même pas une usine de souliers. Là, non, exact. Des êtres humains. Puis c'est vrai que nous, on a la chance de ne pas avoir à gérer autant de complications puis autant de types de... Mm-hmm. C'est sûr que le patient qui rentre pour une chirurgie cardiaque, qui a des antécédents, une liste d'antécédents d'une demi-page à l'hôpital, ben c'est sûr qu'il peut arriver n'importe quoi. C'est sûr. On peut... Mais en même temps, tu dis ça, puis à Québec, l'hôpital, de ce que j'entends, qui est comme le plus efficace, c'est l'UCPQ, qui a tous des cas de cardiaque compliqués, de bariatrique, puis de ce que j'entends, c'est donc bien rené, c'est la seule qui est indépendante de toutes les autres. Ben, ils ont cette force-là. On travaille avec l'UCPQ, puis c'est sûr qu'on le sent. Là. C'est un peu plus facile des fois de changer nos orientations puis de s'ajuster à quelque chose parce que la structure administrative est plus petite. Donc, mais pour dire à ton point de dire les cas lourds, s'il y a un endroit que les cas sont lourds, c'est sûr qu'ils ont des cas lourds. Est-ce que tu sais, je pense par exemple à la clientèle de l'Hôtel-Dieu de Québec, là, insuffisance rénale, les cancers très avancés. C'est vraiment des clientèles qui sont... Tu peux pas mettre ça dans une case, dire ce patient-là, ses soins vont valoir 25 000 $. Non, c'est impossible. Ben non. Ce qui fait que... Mais justement, là, tu peux... Je pense que c'est là quand je disais tout à l'heure que le privé puis le public ont chacun leur force puis leur place. Je pense que ces cas-là doivent rester dans un système public. On fait de notre mieux pour bien les traiter sans avoir une absence de contrôle des dépenses. On pense quand même avoir des mécanismes qui permettent d'avoir un certain contrôle des dépenses, mais on veut d'abord et avant tout bien les traiter. Mais pour ce qui est de la routine un peu plus, ben là, le privé, je pense qu'il est plus efficace. Tu sais, quand on fait une journée de genoux chez nous, il peut y avoir une surprise de temps en temps, mais c'est jamais quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est plus prévisible. Puis là, je pense qu'on est plus efficace. Comme je disais tantôt, le chirurgien, il va en faire 2-3 de plus dans sa journée là, pour de ses patients quand il vient chez nous, parce qu'il y a moins de délai entre les cas. C'est plus léger, c'est plus souple comme organisation. Mais je pense qu'il faut que l'hôpital garde la responsabilité des cas lourds. Si jamais les États-Unis, ils remarquent que tout est privé, hein. Là, je ne sais pas comment ils gèrent ça. Je ne sais pas comment ils gèrent le patient qui rentre en début mai avec une aorte à opérer puis qui ressort puis qui sort 3 mois plus tard après avoir passé 6 semaines aux soins intensifs. Mais souvent, c'est les compagnies d'assurance. Ouais, c'est les compagnies d'assurance. Ils ont leur propre système. C'est une philosophie qui est très différente de la nôtre. Exact. Est-ce qu'on veut s'en aller vers là? Je ne sais pas. Mais ça peut pas... Moi, quand j'habitais en Europe, il offrait l'opportunité. Fait que tu avais le système public, mais tu pouvais aussi te prendre des assurances. Puis là, c'est libre à toi. Fait que si tu as des assurances, puis tu t'en vas n'importe où te faire traiter, puis ça dure plus longtemps, puis tout ça, ben t'es couvert pareil. Puis au contraire, au lieu d'être la personne qui se trouve à le système qui paye pour lui, mais si toi, tu as décidé d'y aller, ben t'es pris en charge. As-tu vécu comme patient, toi? As-tu quelqu'un de ta famille qui a eu besoin d'aller à l'hôpital? Mon ex-conjointe, elle a accouché en Suisse. OK. Puis, tu sais, en Suisse, on avait nos assurances de comme privées, si tu veux, là, qu'on avait appris. C'était un choix, là. C'était pas obligé. On l'avait juste décidé de la prendre. Puis, quand elle était hospitalisée, elle avait comme des choses différentes un petit peu de l'hôpital public. Mais c'était la même hôpital. C'était juste, tu avais la chance d'avoir sur ta chambre privée, tu pouvais l'avoir. Puis, tu sais, c'était la même nourriture. C'était pas comme t'as un meilleur jello parce que parce que t'as payé l'assurance. C'est la même bouffe, tu sais. C'était pas différent, mais t'avais certaines choses. Bonne fonce au fromage, là. Postpartum 1, là. Mais c'est drôle quand même qu'il y avait quand même des choses servies à l'hôpital en Suisse. Tu parles de ça. Que je me souviens, écoute, à ce moment-là, elle avait été alitée à 30 semaines pour des contractions prématurées puis tout ça. Puis elle avait accouché finalement à 36. Fait qu'elle avait quand même été alitée 6 semaines. On était à ce moment-là à Bellinzona, en Suisse, là. Puis, tu sais, une des choses qu'on a toujours ri, c'est qu'une des choses qui revenait toujours au menu, c'était un vitello di tonato, là, tu sais, là, je pense que c'est du thon, un escalope de veau, thon, tu sais, comme, ça faisait partie des mœurs là-bas, c'est différent, ça avait du lapin, tu sais, comme, la bouffe, c'était vraiment, vraiment bon, tu sais, si tu veux. Il n'y avait pas de doute que, sans rien enlever aux hôpitaux du Québec, des fois, c'est pas là qu'on mange le mieux. Mais dans le fond, ce que tu dis, ça résume bien quelque chose que j'aime dire des fois, c'est que les gens, malheureusement, quand ils pensent au privé en santé,
ils pensent tout de suite au système américain qui a d'excellents côtés. Quand tu as de l'argent aux États-Unis, il n'y a aucun pays où tu vas être mieux traité qu'aux États-Unis. Mais ce qu'on entend parler, puis semble-t-il que ça existe pour vrai. Je n'ai parlé à des médecins américains en congrès, puis oui, il y a une partie de la population qui est malheureusement pas couverte au niveau des soins de santé. Puis on veut pas se rendre là. Il y a personne ici qui veut ça, là. Mais malheureusement, les gens font pas la part des choses. Là. Ils pensent qu'ils vont en santé, ils pensent tout de suite au système américain. On laisse mourir le monde dans la rue. C'est pas ça. En Europe, il y a beaucoup plus de privés qu'ici. Puis ils laissent personne mourir. Là, non, ça fonctionne bien. Non, en Suède, c'est la même chose. Quand j'ai joué là-bas, on n'a pas eu à être hospitalisé ni un ni l'autre ou quoi que ce soit, sauf que tous les traitements, des suivis de grossesse ou n'importe quoi, ça allait vraiment, vraiment rapidement. Puis c'est ça qui est dommage aussi au Québec un peu, c'est que la qualité des soins est exceptionnelle. Oui, très bonne. Dans les endroits au monde, probablement au top, mais c'est ce qui vient aux alentours. Puis je pense que avec ce que tu disais aussi tantôt, le nombre d'impôts qu'on paye, de pas avoir le choix de dire qu'est-ce que je veux faire. Je pense qu'avec le temps, là, on dirait que c'est ça. Je pense que les gens ils ont une écœur en titre de dire hey, je paye 50% d'impôts, là. Je peux-tu faire comme ce que je veux, ou je peux en avoir pour mon argent un petit peu, là, tu sais. Puis on est tous ouverts, on est tous d'accord qu'on va payer pour les gens qui en ont besoin. La question n'est pas là, tu sais. Mais on n'est pas dans cette philosophie-là de laisser abandonner des gens. Ben non, personne. Absolument pas. Puis il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais que moi je trouve qui est très important, c'est la lourdeur bureaucratique puis administrative. Puis là, je parle pas juste d'avoir des gens qui leur job est dans un bureau. Ça en prend. Là. Je vis moi-même, je suis le premier avant d'ouvrir au laboratoire, que je m'imaginais qu'on ferait l'administration à travers le reste. Là. Mais ça en prend des gens dans les bureaux. Ça en prend le moins possible, c'est sûr, mais ça en prend. Mais c'est pas juste ça, c'est j'ai été surpris les quelques fois que je suis retourné dans des hôpitaux, mais plus à titre personnel là, pour ma mère qui a été hospitalisée, pour des membres de la famille, de voir à quel point, ça m'a refrappé quand je suis retourné, de voir à quel point les gens passent beaucoup de temps assis au poste à remplir de la paperasse. Puis même nous, là, quand on a commencé à faire des cas d'hôpitaux, nos cas pris en charge par Opéra MD là, pour nos cas privés, c'est 7 à 8 pages à peu près là, qu'on imprime. Quand on a commencé à avoir des cas d'hôpital, ben on parle plus d'une 50aine de pages qu'on imprime. Mais voyons donc, pour vrai? Pas toutes des pages dans lesquelles tu écris beaucoup d'affaires. Mais oui, mais écoute, ça m'a frappé. Ça, je te dis que c'est un des gros points sur lesquels, un des gros clous sur lesquels le gouvernement devrait taper. Je peux pas croire en 2024 qu'une infirmière a encore besoin d'aller s'asseoir au poste avec son petit stylo puis à remplir 3-4 places puis à écrire à 4-5 places différentes qu'elle a donné une dose d'antibiotiques à 11h15 de flagylle à son patient. Elle l'écrit sur la page de ce qu'on appelle le FADM. Elle va l'écrire après ça dans ses notes d'infirmière, la même affaire. Après ça, elle va l'écrire dans la feuille d'antibiotiques spécifique. Puis on est tellement plus loin que ça en technologie qu'elle devrait normalement juste avoir à probablement même le dire de façon dictée, là, avoir un petit écouteur sur les oreilles puis oui, 23h15. Mon nom est Carole Gauthier. Je viens de donner une dose de flagylle 500 mg à monsieur Henri Lalancette. Puis que ça va s'inscrire automatiquement avec la reconnaissance vocale. C'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Il faut que cette infirmière-là, elle n'ait plus jamais à s'asseoir au poste. Il faut qu'elle passe 90% de son temps à s'occuper des patients. Alors que présentement, là, je parle des infirmières, c'est la même chose pour les médecins. Là, les notes qu'on a à écrire quand on va aux soins intensifs. Puis les pages, là, je vois les gars, ils sont assis au bloc, puis là, un autre, puis un autre. Il est où le dossier du lit numéro 4? Quand il arrive des fois des dossiers, des gens qui ont malheureusement eu des problèmes de santé, là, c'est épais, là, ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a aucun sens. Là-dessus, je suis certain qu'il y a de l'amélioration à aller chercher. On parle de pénurie de personnel, mais il y a une partie du personnel manquant qui est juste assis au poste en train d'écrire. Je suis convaincu. Moi, je suis convaincu qu'une infirmière ou même les médecins, on passe. C'est sûr que c'est au-dessus de 30%, puis c'est probablement proche de 50% de notre temps qu'on passe à écrire dans un dossier, dans une journée. Si tu réussis à diminuer ça à 20% pour dire quelque chose, mais tu viens presque d'ajouter 50% de plus de personnel sur le plancher. Là. Moi, je pense qu'il y a des gros gains. Tu n'en rajoutes pas 50%, du moins, tu viens de moins de les faire chier.
pendant une bonne partie de leur journée à pas faire ça. Ben, écoute, il y en a des gens là, qui s'y plaisent, là, ça les relaxe un peu d'aller écrire un peu de peinard dans le dossier, mais il y a des gens qui aiment bien mieux être au chevet du patient pour s'occuper de. Ben non, exact. Tu sais, tu as un peu de tout, là. Je ne le cacherai pas. Des fois, ça faisait du bien, là, quand tu as un patient difficile un peu, de dire, gars, je vais aller prendre un petit 10 minutes. Je vais écrire ma note, ça va me permettre d'organiser mes idées. Puis à ce niveau-là, c'est vrai que pour l'organisation des idées, c'est pas mauvais, mais il y en avait trop. À un moment donné, quand tu étais obligé d'aller écrire à 4 places différentes que tu voulais qu'il te soit une dose d'activant à sa chirurgie, là. C'est pas efficace. C'est une perte de temps totale, c'est démotivant. Puis c'est surtout que là, pendant ce temps-là, tu pourrais être en train de voir un autre patient. Non, mais c'est la même chose aussi avec, là, de ce que j'ai compris, ça portait à changer, mais comme, je peux pas croire qu'on a encore une carte d'hôpital, là. C'est comme, juste ça, en partant d'avoir à l'accueil des gens qui s'en vont, puis tu vas donner ta carte d'hôpital. Comme, c'est tout le monde, c'est le même système qui paye tout, c'est la même carte d'assurance maladie. Qu'est-ce que ça change que, tu sais, tu vas le savoir où est-ce que la personne est arrivée, là. Pourquoi tu as besoin d'une carte d'hôpital? Puis là, tu as quelqu'un qui est payé pour, comme, prendre ça. Puis quand que tu pourrais juste arriver à quelque part, une personne, un accueil, tu cliques, tu es enregistré, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est qu'au niveau écologique, il y a combien de millions de cartes d'hôpital par année au Québec qui sont jetées dans la nature? Ou, parce que là, t'arrives, puis hop, je ne l'ai pas retrouvé, ils t'en font une autre. Ben oui. Alors là-dessus, c'est sûr que là, je pense qu'ils travaillent là-dessus au niveau dossier santé numérique. Là. J'espère que ça ne sera pas un fiasco. Mais comme je te dis, moi, c'est les deux grandes choses. Diminuer la paperasse puis diffusionner les établissements. Redonner un peu là, de sentiment d'appartenance. Je pense que ça ferait des miracles en termes d'amélioration du système de santé. Puis, ben là-dessus, c'est ce qu'on essaie de faire un peu nous autres. Comme je te dis, on essaie d'avoir des dossiers le plus légers possible. On travaille éventuellement. Comme nous autres, en dentisterie, on est sans papier. Là. On écrit sur une tablette. On l'écrit encore, mais c'est des feuilles PDF. On n'imprime jamais rien, puis c'est archivé comme ça. Fait que c'est un bel hybride. Là. C'est un bon premier pas. Est-ce que le système de santé va pouvoir faire quelque chose de semblable à ça dans un année rapprochée? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que les étapes pour se rendre là. Il faut viser ça. Oui, c'est ça. Puis tu parlais on parle du concret de la chose, de remplir le papier. Toi, avec toutes tes business, tes entreprises que tu as créées, est-ce que tu as encore le temps d'être anesthésiste à temps plein? Oui, je fais encore, je te dirais à peu près 4 jours d'anesthésie par semaine. Je me garde une journée administrative, mais que j'essaie quand même d'avoir quelques heures libres là-dessus, là, pour ne serait-ce que surveiller. Parce que c'est sûr que là, chapeau à tous les entrepreneurs du Québec, c'est une job à temps plein, mais pas à temps plein 40 heures. Là, non, exact. Ça te trotte toujours en temps. Ben oui. Tu es toujours en train de penser à ta business. Tu es toujours en train, la nuit, la fin de semaine, en train de réfléchir à ça. Fait que oui, ça a une certaine lourdeur. La beauté d'être anesthésiste, contrairement par exemple à un chirurgien qui serait propriétaire d'un bloc opératoire comme le mien, mais lui, pendant qu'il opère, il peut vraiment faire rien d'autre qu'opérer. Mais nous autres, en anesthésie, on est très occupés au moment d'endormir le patient. On est très occupés au moment de le réveiller. Mais entre les deux, quand c'est un patient pas trop instable, ça, on est capable. Je suis capable de prendre des courriels pendant... Si j'ai une chirurgie qui dure 2 heures, ben une bonne demi-heure là-dedans que je peux consacrer à lire mes courriels, puis répondre, puis peut-être aller faire un téléphone. Puis c'est comme on parlait tantôt de la présence d'un néolothérapeute, c'est ce que ça permet aussi. Là, on est deux qui sont capables, tous les deux, ensemble ou séparément, de gérer un patient stable à une période de la chirurgie qui est pas critique. Là. Des fois, je peux me permettre de sortir puis d'aller justement régler un appel, des choses comme ça. Donc, oui, je fais 4 jours par semaine d'anesthésie. J'imagine à la longue que je vais devenir plus un espèce de bouche-trou là. Quand la business va être plus indépendante puis me permettre de bien gagner ma vie. Parce que je te cacherai pas à date, tous les sous de profit sur papier que le business a pu générer, ben, ils ont été réinvestis. Ben oui, c'est normal, c'est ça. Un jour, je vais finir par me redonner une scène de ça, mais je ne pas encore arrivé. Ce qui fait que, mais le jour où ça arrivera, ben, je pourrais me permettre peut-être un peu de ralentir l'anesthésie. Puis j'ai pas l'intention d'arrêter, par exemple, parce que j'aime beaucoup le travail d'anesthésiste. Et est-ce que ça te manque? Des fois, quand je parle avec des anesthésistes, il y en a certaines personnes qui, de travailler on parle que c'est le fun, le côté, exemple, comme à Opéra, le côté léger du patient qui vient, mais il y en a aussi pour eux comme l'adrénaline d'avoir tu sais, justement le côté OK, il faut que je réagisse parce que ça va moins bien, on souhaite pas ça à personne, sauf que ça reste qu'il y a un petit... C'est sûr que je l'ai beaucoup moins. Mon défi, je le dis souvent, il est plus médical, là, il est administratif. Oui, c'est ça maintenant. Les cas les plus lourds que j'ai fait, moi, je me suis rendu jusqu'à faire de l'anesthésie cardiaque pédiatrique. Là. Fait que, petit patient qui pèse une livre, là, puis qu'on doit opérer à la naissance. J'ai fait ça. Puis bien sûr, avec l'obstétrique, au CHU, il y a de l'obstétrique aussi. Les autres
cas lourd que j'avais en adulte, c'était beaucoup de l'obstétrique. Passant qu'il y a un placenta prévia là, qui va perdre 2, 3, 4, 5, 6 litres au moment de la césarienne. C'est arrivé. Fait que je l'ai vécu. Est-ce que ça me manque? Oui, mais là, écoute, j'ai vécu toutes sortes de défis, j'apprends d'autres choses, j'apprends la gestion d'un bloc opératoire, j'apprends la gestion en termes d'entrepreneur, j'apprends au niveau financier, Revenu Québec, c'est tout des... Ouais. Puis ma tête est ailleurs, je pourrais pas comme ça. Matin, je retournerais travailler autre chose, j'aurais besoin d'une couple de mois là, pour me remettre dans le bain là, de faire ces cas lourds. Là. Je pense qu'au niveau technique, ça irait, mais au niveau théorique, là, mon cerveau a fait de la place pour d'autres choses. Non, je comprends. Oui, ça me manque, mais j'ai mon adrénaline ailleurs. L'adrénaline est dans justement la gestion là, de l'entreprise. Puis je me sens sur mon X quand même. Là. Je pense que je suis heureux dans ce que je fais là. Je suis à ma place. Puis je l'ai fait. Là. J'ai fait l'enseignement. J'ai été responsable de l'enseignement. Tu sais, j'ai vécu plusieurs aspects du travail en l'hôpital. Là, je suis rendu ailleurs. Est-ce que dans 5-10 ans, est-ce que je pourrais vendre mon Opéra MD puis m'en retourner travailler à l'hôpital? Pourquoi pas? On verra où on en est rendu là. Mais j'aurais besoin d'une petite... un petit refresher. Un petit refresher, c'est clair. Puis, je pourrais pas recommencer à faire de la chirurgie cardiaque comme j'ai déjà fait. Tu parles les cas un peu plus flyés que tu as fait. C'est quoi le mindset? Tu sais, comme... Je sais pas si ça s'explique en mots, mais quand tu arrives dans une situation... Puis qu'il y a de quoi de... Tu sais, parce qu'on s'entend souvent, c'est pas prévu. Oui, il y a des urgences qui arrivent, mais souvent, tu es là, peinard, la vie est belle, puis tout d'un coup, comme... Est-ce que c'est quoi ton premier instinct comme genre oh fuck? Genre, c'est quoi le feeling de l'anesthésiste? Parce qu'on s'entend souvent, moi j'ai toujours dit que tout le monde est important dans un bloc, mais l'anesthésiste, c'est la vie et la mort, elle est pas mal entre vos mains. C'est particulier. On est souvent comme quand ça va mal, on va appeler l'anesthésiste, puis là, quand ça va mal pour l'anesthésiste, il n'y a personne d'autre à appeler. C'est ça. C'est spécial comme métier. Il y avait un livre qu'on lisait beaucoup quand on était étudiant en médecine, là. Je me souviens plus, House of God. Bon. Puis, c'était un étudiant, c'est un médecin qui a écrit ce livre-là, puis il se remémore ses années d'externat, puis il raconte un peu, puis il raconte c'est quoi le travail d'anesthésiste. Il dit, c'est dol jusqu'à temps que ce soit, comment qu'il disait ça? En tout cas, bref, c'est pour 95% de moments en dormant, tu as un 5% où tu devrais être n'importe où sauf là. Fait que c'est vrai que ça résume un peu le travail d'anesthésiste. Je pense que c'est une branche pour les gens qui sont pas trop stressés, là, parce que j'en ai connu des collègues qui étaient de type anxieux, puis ils peuvent être excellents, mais ils peuvent difficilement être heureux. Tu sais. Pour être heureux comme anesthésiste, il faut que tu sois capable d'être quelqu'un qui s'en fait pas trop avec la vie. Parce que c'est un métier, en effet, où il se passera pas grand-chose, puis à un moment donné, ton patient est sur le bord de mourir, puis t'es le seul qui peut le sauver. Ce qui fait que dans ces moments-là, je dirais que le plus important, c'est de garder les idées organisées, de pas paniquer. Puis une des meilleures façons qu'on nous montre, c'est d'avoir une pensée structurée. Là, le fameux ABCD dans les protocoles de réanimation, c'est pas pour rien, c'est que ça te permet d'organiser ta pensée, de vraiment prioriser qu'est-ce qui est d'abord le plus important, puis une fois que c'est réglé, là, tu passes au deuxième. Tu les as toujours un peu en tête en même temps. Mais ça te permet au moins de ne pas oublier de rien d'important, puis d'y aller dans une structure. Puis je pense que c'est la base de notre structure en anesthésie et celle-là, c'est d'avoir une pensée structurée, de prioriser. Puis, si j'ai un patient qui a 8 problèmes de santé avant de commencer à l'endormir, ben il y en a peut-être 2 ou 3 que je vais garder en arrière-pensée, mais que j'en ferai pas de cas. Je vais me concentrer sur les plus importants. Qu'est-ce qui met sa vie en danger à court terme? Puis les autres, bon, on les réglera en temps. Mais c'est ça, c'est vraiment de garder une structure, comme je te dis, de pas paniquer, de se faire confiance. Tu as probablement vu qu'il a vu que la même affaire au hockey. C'est toi qu'on envoie en fusillade. Exact. C'est 20 000 personnes. C'est pas le même stress. Mais je te poserais la même question. C'est un méchant stress aussi. Là. C'est sûr qu'il n'est pas mort d'homme, mais quand tu ton équipe, tu as ta gang de 20 chums qui comptent sur toi. Oui, puis tu as 20 000 personnes qui te regardent, puis si tu manques, qui font c'est pas un super feeling quand tu l'as pas. Mais, c'est pas un super feeling. Mais d'autre part, par exemple, quand tu la mets dedans, je te confirme que c'est agréable, mais c'est vrai, je pense que la différence entre les bons joueurs puis les excellents joueurs, c'est ceux qui sont capables de justement d'avoir cette structure-là, puis d'être capable de juste, je reviens au banc, puis je pense à rien, de ne pas te traîner trop longtemps, puis oui, il faut que tu analyses, mais il faut que tu sois capable de tourner la page. Ça m'est pas arrivé souvent, cette pensée-là, tu me demandais, oh shit, là. Puis quand elle arrivait, j'essayais de la mettre de côté. Laisse faire le oh shit, là, ça va mal, là. Tu es un anesthésiste, t'es capable, là.
Puis là, tu essaies de vraiment reprendre le dessus ta tête. Mm-hmm. As-tu un exemple d'une situation positive, là, comme scorer en overtime d'une situation que quasiment tu te disais en début, tu te dis ouais, ça regarde pas bien, mais qui finalement, c'est sûr que il doit t'en rester une ou deux en tête que tu te dis ça, je suis fier de moi, mettons, ou tu sais. Des bons coups, là. C'est sûr que souvent, quand je te disais tantôt, on est un peu laissé à nous-mêmes, des fois, on appelle des collègues en renfort. Fait que c'est arrivé une couple de fois, d'être appelé en renfort, une situation qui va pas bien. Je me souviens, entre autres, on a eu un patient qu'on a eu pendant des années qui revenait à répétition pour des pauvres patients. C'était triste, là. On amputait quasiment un petit peu plus à chaque fois du même membre, là, parce qu'il était un diabétique super, super sévère, mais le patient, il voulait vivre, tout ça, puis on le savait, il était difficile à intuber, ce patient-là. C'est un des cauchemars, nous, en anesthésie, c'est parce que une des principales choses qu'on va faire quand on endort un patient, c'est de prendre contrôle de sa respiration. Puis ce patient-là, c'était pas facile. Puis une collègue qui m'amène à un moment donné, ça allait pas bien son affaire. Le patient, il était quasiment en train de mourir. Puis je suis arrivé, puis j'ai réussi à mettre un masque laryngé. C'était pas chez lui. C'est une technique qui est souvent banale, mais chez lui, c'est pas toujours évident. Je réussis, on reprend le contrôle de la situation, tout se met à aller bien, tu sais, t'as un bon feeling. Ouais. Ça, c'est le fun. Puis je dis ça, puis je me suis fait faire à quelques reprises aussi, moi-même, d'appeler des collègues, situation qui ne va pas super bien, qu'eux autres arrivent. Des fois, juste d'être deux têtes, de se rassurer, de dire, regarde, quasiment comme à la lutte, là. On se tape dans la main, là, regarde, on va y arriver ensemble. Ouais. Ça, c'est dans les bons feelings qu'on peut avoir. C'est de dire, puis après ça, le sentiment du travail accompli. Là, je dirais que la façon que je le vis depuis que je suis au PRMD, c'est je sauve moins des vies, mais j'ai beaucoup plus l'impression de concentrer mon énergie à prendre bien soin des patients. T'sais, on a des enfants, entre autres, en dentisterie qui sont pas faciles. Là. Les patients c'est pas pour rien qu'un enfant de 5 ou 6 ans peut avoir besoin d'être endormi pour des soins dentaires. C'est souvent, on a une bonne proportion là-dedans d'enfants autistes, d'enfants avec des troubles de position, d'enfants avec toutes sortes des milieux difficiles aussi. Ce qui fait que quand tu as vraiment l'impression d'avoir rendu plus facile l'expérience pour un enfant comme ça, tu sais, c'est un bon sentiment d'avoir accompli aussi. Avec ce que tu parles de ça, puis ça me fait penser, est-ce que c'est une impression que j'ai, mais le nombre d'enfants, le nombre de cas, tu sais, difficiles, autisme, puis name it, là, est-ce que tu vois entre quand tu as commencé puis maintenant, y a-tu une augmentation de ça? Est-ce que tu jugerais que c'est flat ou tu dis, mais je te pose la question, puis peut-être qu'il y en a plus ou non. On dirait que j'ai l'impression que est-ce qu'on le diagnostique plus ou pas, mais je trouve qu'il me semble que quand moi j'étais jeune, écoute, dans ma classe, là, comme il y avait des gars tannants, puis il y avait du monde moins tannant, mais écoute, aujourd'hui, une classe normale, c'est comme il y a beaucoup tout le monde a des... Écoute, comme par mon travail d'anesthésiste, je suis incapable de te répondre à ça, dans le sens que on est comme à la pointe de l'entonnoir, là. C'est-à-dire que quand les patients arrivent chez nous, tout le travail. Non, mais des fois, tu dis en dentisterie. Dans la vraie vie, écoute, moi, je pense qu'on est meilleur qu'avant pour les diagnostiquer, ça c'est clair. Est-ce qu'on est même un peu trop sensible? Peut-être, je sais pas trop. Je peux pas vraiment te répondre à ça. Honnêtement, je suis pas en position pour te répondre à ça. Ça prendrait un pédiatre. Ceux qui vont en première ligne, c'est vraiment mieux placé pour juger de ça, mais des fois, je me dis des fois que pédiatre de 30 ans d'expérience, pourrait peut-être eux autres te le dire. Moi, le travail est déjà fait, puis mais c'est sûr que là, on en voit beaucoup plus depuis qu'on est chez OPRMD. Comme je t'ai dit, on a fait passer la liste d'attente de 3-4 ans à 3-4 mois, ce qui fait qu'on en a endormi beaucoup. Là. C'est sûr. Mais non, je pourrais pas te répondre à ça puis être confiant de ma réponse. Puis pour la suite, OPRMD, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi dans ton mindset, tu dois avoir un objectif de où est-ce que tu aimerais amener ça? Ça serait quoi la prochaine grosse étape cet automne, c'est de commencer à faire les prothèses de genoux et de hanche. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis le début. Avec les lits de sténose de courte durée aussi. Ça ne sera pas quelque chose qui va être facile à organiser. Là. Je ne sais pas à quel rythme ça va aller. Est-ce que ça va être en 2025, première moitié, deuxième moitié? Je ne sais pas trop. Et là, pour l'instant, pour la première fois, je suppose qu'on s'en va après. OK. On va voir. Il y a d'autres groupes de médecins qui sont intéressés à faire des blocs opératoires ailleurs. C'est sûr que ça, c'est une possibilité. Est-ce qu'on pourrait... il existe d'autres CMS ailleurs en province. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont devenir peut-être à vendre ou qui vont vouloir peut-être s'associer pour agrandir, des choses comme ça? C'est une autre possibilité. Est-ce qu'au contraire, on va s'associer avec un autre grand groupe qui existe déjà? Il y a plusieurs blocs comme le nôtre qui ont été rachetés ou qui se sont associés dans la région de Montréal avec des grands groupes de l'Ouest canadien. Est-ce que ça pourrait être... Je sais pas. Un jour, je vais soit tout vendre ou
moi-même grossir puis devenir, je sais pas. Je sais pas quelle voie ça va aller. Je sais même pas ce que je souhaite. Tu me demandes quoi souhaiter au Opéra MD. Je ne sais pas trop. On va prendre une bouchée à la fois. Là, c'en est une grosse à avaler, celle-là. Peut-être qu'on va se prendre un an ou deux. Mais c'est fou, pareil. Vous êtes rendu à combien d'employés? Je dirais qu'on est à peu près à... Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps partiel là-dessus, mais sur le payroll, il y a à peu près 75-80 employés. Un équivalent peut-être d'à peu près une cinquantaine d'employés à temps plein. Quand tu es parti, moi, de ceux que je sais, les original, il y a toi, JP puis Lise. Ouais. Est-ce que c'était vraiment ça, les trois comme premiers? Oui, définitivement. Là, définitivement. Lise, c'est Jean-Pierre était avant moi, avant même qu'Opéra existe. Quelqu'un me l'avait présenté, puis c'était un bon fit. Puis quand Opéra s'est mis à exister, Lise s'est joint à nous à peu près. Fait que du départ, là, vraiment, on était les trois là. Eux avaient quelques personnes qui connaissaient de l'époque de la cité médicale, qui sont venus. Parce que les deux étaient à la cité médicale? Les deux ont déjà travaillé à la cité médicale. Il l'était plus au moment où on a parti au Opéra MD. La cité médicale travaillait encore. La cité médicale, c'était une aventure que moi, j'ai pas connue. Ouais. Eux ont eu des super années à la cité médicale, des moins bonnes années. Ouais. J'ai pas connu tellement les hauts et les bas, mais il y avait l'expérience d'avoir vécu là. C'est un peu pour ça qu'ils sont venus joindre à moi. Je comprends. Ils espéraient faire revivre les bonnes années, mais même mieux encore là, de la cité médicale. Ce qui fait que ils se sont joints à moi, puis on a parti ça ensemble. Jean-Pierre avait une bonne idée là, de toute l'organisation derrière le bloc opératoire par son expérience. Il y avait, écoute, pour lui, il était pas question qu'il retourne travailler dans un hôpital. Hein. C'est qu'il était en train de faire un cours d'électricien. OK. Ah ouais, je savais pas ça. Quand je l'ai appelé, il dit, hey, là, tu me fais réfléchir, là, Colin. Pour moi, la page était tournée, mais il dit, ça me tente. Finalement, il a embarqué avec moi. Très cool. Puis, Lise, même affaire. Lise était rendue, elle était rendue dans des cliniques de plasticiens carrément, là. Elle travaillait avec une plasticienne. C'est un peu pour ça que je parlais la chercher plus tôt. Moi, je voulais surtout pas, faire une jambette à une plasticienne, mais bon, nos chemins se sont croisés, on en a jasé un peu, puis elle a dit, écoute, je peux pas, elle va comprendre. On en a parlé avec la plasticienne. Puis après ça, c'est le premier employé, parce que ça, c'était les trois, les fondateurs. Mais le premier employé, je pense que la première qu'on a engagée, c'est la fille du ménage qu'on avait au début, Manon, je sais pas si tu l'as connue. Je pense que c'est la première qu'on a engagée. Après ça, il y a eu Cindy au Centre Jo. Écoute, c'est drôle, là, dans ces deux, trois-là, on n'a pas eu beaucoup de départs d'employés, mais ces deux, trois-là, ils ont fait quelques années, puis ils sont partis. La plus vieille employée qu'on a encore aujourd'hui, c'est probablement Catherine Arsenault, qui est à la salle de réveil. Parce qu'elle, c'est vrai, j'en avais parlé quand je travaillais elle avait démissionné du CHUL. Puis après ça, je l'ai contactée parce que je la connaissais du CHUL. J'ai dit, Catherine, t'es partie du CHUL? Elle dit, oui. Ben là, tu venir travailler chez Opéra MD, ça. Fait que je pense que c'est probablement elle. Présentement, dans les employés qu'on a présentement, qui est engagée, la plus ancienne, c'est celle-là. Sinon, je m'étais choisi une Nalo que j'avais rencontrée, qui aussi, elle était rendue, elle avait déjà fait de l'hôpital, mais c'est Jennifer, qui avait quitté l'hôpital de Lévis, qui était rendue dans une clinique d'animalerie. En tout cas, bref. C'est cool, pareil. C'est vraiment des cheminements. Mais c'est cool parce que ça prouve aussi que ce que tu disais tantôt, que on a fait du chemin. Tu as fait du chemin puis tu n'as pas volé rien à personne. On a toujours fait super attention. Honnêtement, on l'entend des fois, l'accusation. C'est une accusation qui est peut-être générale envers les blocs opératoires privés, parce qu'il y en a existé des histoires d'horreur un peu au Québec, de blocs qui ont obtenu leur permis, puis le lendemain, il y a 5 infirmières qui démissionnaient de l'hôpital pour aller travailler là. Mais on n'a jamais fait ça chez Opéra MD, puis on le fera jamais. C'est pas notre philosophie. J'essaie vraiment d'aider. Puis une des pire façon de ne pas aider, c'est d'aller vider un hôpital pour le personnel. Non, exact. Ce qui fait que, non, on l'a vraiment pas fait. On a vraiment été chercher du monde qui était très cool. Déjà sorti du circuit. Ben, très cool, certain. Je suis bien fier. Félicitations. Je te souhaite bonne chance dans ton projet de merci, podcast. Merci. J'espère que ça va être c'est le fun. C'est une longue et heureuse aventure. Oui, c'est un petit défi personnel. Tu sais, souvent, on parle de quelque chose, puis il n'y a rien comme, bon, ben, on le fait. Fait que c'est parti, puis merci d'être venu. Au plaisir de reparler d'autres choses. S'il y a quoi que ce soit à un moment donné tu veux mettre de l'avant ou que tu veux jaser, on va être là. Avec plaisir. À la prochaine. Merci. C'est bon, salut.